Ce sont 200 jeunes issus de 96 associations qui prennent part à cet atelier de renforcement des capacités sur la gouvernance associative. Cette initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en vue de commémorer la Journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août. Président, secrétaires et trésoriers généraux, ils doivent restituer les acquis de cet atelier aux membres de leur association. En une période préélectorale que traverse notre pays, il est important que les jeunes soient rappelés à l'essentiel, donc les valeurs civiques. Donc nous sortons ici avec le sentiment de satisfaction, mais en plus avec l'engagement de mettre à contribution tout ce que nous avons pu acquérir aujourd'hui au cours de ces 4 modules. Au lieu d'écouter ce qui nous amène dans la rue, on nous a incités à travailler, à réfléchir et à aller de l'avant. Cette formation nous permettra de pouvoir gérer nos conflits au sein de nos structures et aussi en dehors des structures. Pour les organisateurs, cette formation a pour but de préparer ces jeunes à être plus responsables en vue de faire face à la lutte contre la Covid-19 et l'élection présidentielle d'octobre prochain. Nous considérons que dans notre société, la jeunesse a besoin d'encadrement et le mouvement associatif est l'un des leviers pour pouvoir servir cet encadrement. Et donc pour nous, ce sont des jeunes outillés qui doivent pouvoir être des relais au sein de leur communauté afin de pouvoir améliorer la perception de la jeunesse ivoirienne au sein donc de la population ivoirienne. Tous autant que nous sommes ici dans cette salle, nous avons nos divergences politiques. Nous avons aussi nos croyances politiques. Nous avons nos croyances religieuses. Nous venons d'horizons divers, mais notre engagement doit nous amener à être des jeunes Ivoiriens modèles, à être des jeunes Ivoiriens qui concourent à la modernité, qui concourent au développement de la Côte d'Ivoire. Et donc je voudrais vous exhorter à ne regarder que la Côte d'Ivoire. Thème de cet atelier, l'engagement des jeunes pour une action mondiale. Objectif, permettre à la jeunesse ivoirienne de jouer un rôle important dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. En 2019, le paludisme a tué en Côte d'Ivoire 1641 personnes. Le nombre de malades était de 4 777 000. Le pays, aujourd'hui, s'est engagé à éradiquer cette maladie endémique d'ici 2030. Sakassou, dans la région de Gbeke, et Nassian, dans la région du Bunkani, classée zone rouge, bénéficie d'une campagne de pulvérisation intradomiciliaire. Dr Eugène Aka Aoulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a choisi justement Sakassou pour le lancement de l'activité. Il se trouve que le paludisme reste le premier problème de santé publique en Afrique. Et dans notre pays, une des principales causes de mortalité reste le paludisme. Il représente un tiers des motifs de consultation dans nos formations sanitaires. Pour faire face à cette situation, le gouvernement ivoirien, en plus de la subvention du Fonds mondial, mobilise depuis 2018 auprès du gouvernement américain environ 13 milliards de francs CFA pour renforcer les interventions et maintenir la gratuité des soins. La Côte d'Ivoire a donc décidé, comme d'autres pays, d'éliminer le paludisme. L'élimination du paludisme signifie l'interruption de la transmission locale du paludisme de la maladie dans notre zone géographique. Depuis 2018, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui du peuple américain à travers le financement PMI, un montant annuel de 12 milliards de francs CFA pour l'accompagner dans sa volonté de tuer le paludisme. La pulvérisation intradomiciliaire consiste à appliquer un produit insecticide dans divers endroits d'une maison pouvant abriter des moustiques. 36 candidats dont l'âge varie de 11 à 67 ans ont participé à la première édition du concours de dictée dénommé Dictée Lectitude, une initiative de l'écrivaine Nicole Kanga. Mon environnement sain est le thème de cette édition dont l'objectif est de promouvoir la lecture et encourager à l'écriture sans faute. Le concours s'est déroulé en 2 phases. La première phase, il s'agissait pour les candidats de s'inscrire en ligne. Lors de l'inscription, ils répondent en même temps à 2 questions fondamentales sur l'environnement. Et la phase 2, c'est celle que nous suivons en ce moment.
la dictée à proprement parler. Nous retenons 3 lauréats, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième. Et il y a un prix spécial, le prix Nicole Konga. Pour avoir fait une seule faute, Trabitra France est désigné premier des lauréats de dictée lectitude 2020. C'est une véritable joie qui m'anime parce que j'avoue qu'en venant participer à ce concours, je ne m'attendais pas vraiment à être le lauréat. Quand bien même j'ai fait une préparation, je ne m'attendais pas, vu le nombre de personnes qui devaient y prendre part. Et au final, je peux dire que les efforts que nous avons faits ont fini par payer. Chacun des 4 lauréats a reçu une enveloppe et des livres pour s'investir davantage dans la lecture. Quant aux candidats malheureux, ils devront apprendre de leurs fautes et se préparer pour la prochaine édition du concours Dictée Lectitude. Au moins 11 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un hôtel de Mogadiscio en Somalie dimanche selon un bilan officiel. Il a fallu 4 heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de l'hôtel, un établissement de la plage du Lido fréquenté par les dirigeants somaliens que 5 djihadistes ont pris d'assaut en début de soirée. L'attaque a débuté par l'explosion d'une voiture piégée près de l'hôtel, puis des hommes armés ont investi l'établissement où des coups de feu ont été entendus. 3 autres assaillants ont été tués. Au moins 28 autres personnes sont blessées. Les hôtels ont longtemps été la cible des Chebab. En février 2019, une attaque de près de 24 heures avait fait au moins 20 morts à Mogadiscio. 1 mois plus tôt, ils avaient attaqué un hôtel de luxe de Nairobi, tuant 21 personnes et démontrant la capacité des Chebab à agir en dehors des frontières somaliennes. Leur dernière action massive à Mogadiscio remonte à décembre 2019. Ils avaient fait exploser un véhicule piégé, tuant 81 personnes, essentiellement des civils. Dans leur revendication de l'attaque de dimanche, les Chebab soulignent que l'hôtel Élite est habité par un grand nombre de responsables gouvernementaux. Lundi, au moins 4 personnes ont été tuées dans des échanges de coups de feu à l'intérieur de la prison centrale de Mogadiscio après que des prisonniers ont réussi à s'emparer d'armes détenues par leurs gardiens. La Somalie a plongé dans le chaos après la chute du régime militaire du président Siad Barre en 1991, suivie d'une guerre de chefs de clan et de la montée en puissance des Chebab. Chassés de la capitale somalienne en 2011, les Chebab ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Affiliés à Al-Qaïda, ils ont juré la perte du gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie.